L'Iran ne bluffait pas lorsqu'il a déclaré qu'il allait faire grimper le prix du pétrole à plus de $200 le baril, en représailles à la guerre d'agression menée par les États-Unis et Israël. Et sa dernière action change complètement la donne. 5 avions ravitailleurs de l'US Air Force ont été touchés par une frappe de missiles balistiques iraniens sur la base aérienne du prince Sultan, en Arabie Saoudite. L'US Air Force l'a confirmé au Wall Street Journal, mais bien sûr, le CENTCOM n'a pas commenté. Et il est probable que dans les heures ou les jours à venir, on entende dire que ces avions ravitailleurs auraient été impliqués dans un accident ou une panne, comme on l'a déjà vu à maintes reprises avec l'USS Lincoln, l'USS Gerald Ford et ses pilotes de chasse F-15 abattus, 3 d'entre eux au-dessus du Koweït. On entendra une excuse, sans doute. Mais malgré tout, l'Iran a revendiqué cette attaque. Et il s'agit là d'une escalade majeure dans la guerre du pétrole que l'Iran mène désormais contre les États-Unis à la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz. L'administration de Donald Trump a tenté de détourner l'attention de la riposte historique de l'Iran pour la recentrer sur ses propres frappes dites puissantes contre l'Iran. La plus récente de ces frappes vise l'île de Karg. Donald Trump a annoncé que l'île de Karg avait été anéantie. Le joyau de la couronne des exportations pétrolières iraniennes, affirme-t-il, aurait été durement touché. Mais seules les installations militaires ont été visées et les infrastructures pétrolières ont été épargnées. Et pourquoi cela? Parce que l'administration Trump redoute profondément la hausse des prix du pétrole, qui tourne désormais autour de $100 le baril de brut. Et cela intervient alors que les États-Unis ont annoncé que de 2500 à 5000, en réalité, je crois que le Wall Street Journal a confirmé 5000, marines d'une unité de force expéditionnaire seront envoyées via le Japon vers le Moyen-Orient, dans ce que beaucoup considèrent comme une possible invasion de l'île de Karg ou une invasion de la côte iranienne pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Donald Trump lui-même a cité le détroit d'Ormuz comme la raison pour laquelle il a frappé l'île de Karg. Mais l'Iran a déclaré que non seulement l'île de Karg n'avait pas été anéantie militairement et que ses défenses aériennes fonctionnaient encore quelques heures après les frappes, mais aussi que la production pétrolière n'avait pas été touchée. Je crois qu'environ 90% du pétrole iranien transite par l'île de Karg. Ainsi, toute tentative d'envahir et de la détruire ne constituerait pas seulement une escalade majeure, mais un immense crime de guerre visant à anéantir la vie du peuple iranien. Néanmoins, tout cela marque un tournant critique dans la guerre. 2 KC-135 ont été touchés au-dessus de l'Irak. L'un a atterri à l'aéroport Ben Gourion en Israël et l'autre s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, tuant tous les membres de son équipage et portant le nombre de morts à 11 à ce moment-là. C'était il y a seulement 48 heures. Mais nous disposons désormais de chiffres actualisés du CENTCOM indiquant que 13 militaires américains ont été tués et environ 200 blessés dans cette guerre. Il s'agit probablement d'une sous-estimation massive. L'Iran ne cherche pas à tuer des militaires américains. Elle a été très méticuleuse et précise dans ses frappes contre les actifs américains dans la région. Elle a visé les radars américains et a neutralisé tous les yeux des systèmes de défense aérienne des États-Unis. Elle a également détruit des infrastructures clés de l'armée américaine dans toute la région, y compris en mettant hors service certaines bases. Al-Udeid, le quartier général du CENTCOM, n'est pas opérationnel pour le moment. Ainsi, ces frappes de l'Iran sont précises. Néanmoins, ces bases n'ont pas été évacuées, et il est probable, selon des sources et des amis de cette émission, de Scott Ritter à Larry Johnson, que le nombre de victimes soit plus élevé. C'est donc une escalade majeure. Nous voyons l'Iran faire preuve d'une grande minutie dans la manière dont il gère la fermeture du détroit d'Ormuz.
how it is handling the closure of the Strait of Hormuz, now moving toward oil infrastructure in the region so that not only is the Strait of Hormuz closed for commercial oil and otherwise business, but the surrounding area, the ability La région environnante, la possibilité même de commercer, est complètement et totalement paralysée. Frapper les ravitailleurs KC-135 en Arabie Saoudite ne représente pas seulement une escalade dans la guerre du pétrole, mais une escalade majeure, car ces avions-citernes sont essentiels pour garantir que l'US Air Force, ces chasseurs décollant des porte-avions, puissent atteindre leur destination. Et l'Arabie Saoudite vient de se révéler comme un acteur majeur de cette guerre. Vous vous souvenez peut-être que lorsque cette guerre a commencé, et même avant, alors que les États-Unis se préparaient à frapper l'Iran, l'Arabie Saoudite avait déclaré qu'elle n'autoriserait pas l'utilisation de son espace aérien pour des attaques contre l'Iran. Mais avec ces 5 ravitailleurs touchés, l'Iran vient de révéler au monde entier que l'Arabie Saoudite utilisait ses moyens américains dans la région, ou plutôt qu'elle avait été contrainte de les utiliser pour frapper l'Iran. Mais c'est fini, car l'Iran veillera à rendre ses bases inutilisables, comme il l'a déjà fait dans d'autres parties du Golfe. Et ces avions-citernes sont un tir de semonce. Les frapper, les détruire, constitue un avertissement. La situation ne fera qu'empirer. Selon des responsables américains, Téhéran les a pris de court. Le Financial Times rapporte que les représailles de l'Iran les ont stupéfaits, que l'Iran a tiré plus de 3000 missiles et drones en l'espace d'environ 2 semaines contre les États du Golfe et des centaines contre Israël lui-même. Un ancien responsable américain a déclaré au Financial Times que personne n'avait mené une guerre avec aussi peu de moyens que les Iraniens. Ces drones Shahed, ces drones bon marché qui ne coûtent que quelques dizaines de milliers de dollars, ont frappé des radars, des ports, des bases et des installations pétrolières. Ils les ont mis hors service. Et nous voyons les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Arabie saoudite et le Qatar envisager soit d'arrêter leur production de pétrole, soit de la réduire considérablement. L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle allait réduire sa production. Le Qatar affirme qu'il ne peut pas expédier son gaz pour le moment en raison de la menace de frappe de missiles iraniennes. Et ces responsables américains reconnaissent qu'ils n'avaient pas anticipé la réaction de l'Iran face à cette guerre. Et ils disent aussi cela à CNN, qu'ils n'avaient pas anticipé ce qui se passerait avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Tout cela constitue donc une grande surprise pour les États-Unis et bien sûr pour Israël, qui s'est montré très discret sur sa bravade ces derniers temps. Vous avez peut-être remarqué que Benjamin Netanyahou fait l'objet de rumeurs massives selon lesquelles il ne serait plus présent, voire même qu'il serait mort. Où est Netanyahou? Se demandent tous. Les gens examinent attentivement ses récents discours, les soupçonnant d'être des vidéos générées par l'IA qui ne prouvent pas réellement sa présence. Nous n'avons pas vu Netanyahou commenter son ex dans un Raw. According to some, his son, who was very active on Yair Netanyahu, is very active. Yair Netanyahu est très actif sur X, mais il n'a rien publié depuis 5 jours. Beaucoup spéculent donc qu'il pourrait y avoir un problème avec Netanyahou, qu'il ne serait peut-être plus parmi nous. Bien sûr, nous ne pouvons pas le confirmer, et nous n'allons pas le faire ici, pour le moment. Mais malgré tout, où est Benjamin Netanyahou? Israël a été frappé par des attaques conjointes, des frappes de l'Iran et du Hezbollah. Ce qui est intéressant, c'est que, bien que l'Iran et le Hezbollah annoncent parfois combien de projectiles ils ont tirés, ils ont parlé d'environ 100 à 150 missiles il y a 48 heures. Ces derniers temps, ils ne communiquent plus sur le nombre de missiles qui atteignent leur cible. Mais le CGRI a déclaré qu'environ 50% de tous leurs missiles dirigés contre Israël atteignent désormais leurs objectifs.
And that means, everyone, that Et cela signifie, mesdames et messieurs, qu'Israël est en train d'être matraqué. Ils sont pilonnés par des missiles balistiques. Peu importe à quel point ils censurent les dégâts sur le terrain. Vous vous souvenez peut-être qu'Israël n'autorise en réalité pas ses soi-disant citoyens à filmer les frappes de missiles. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des vidéos de personnes qui essaient et qui sont ensuite refoulées par les agents de sécurité israéliens. Et nous savons aussi qu'Israël prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour ceux qui tentent d'enregistrer. Et nous savons également, soit dit en passant, qu'ils sont nombreux à suivre ces directives. Pourquoi? Parce que 80% d'Israël soutient cette guerre d'agression contre l'Iran. Ils veulent voir l'Iran renversé. Ils veulent voir la dernière nation souveraine de la région, celle capable de soutenir la résistance, de soutenir la Palestine, de soutenir le Hezbollah, de soutenir les mouvements de libération nationale à travers la région, détruite. Ils veulent un grand Israël. Ils veulent une domination sans entrave dans la région. Nous savons donc qu'il y en a beaucoup qui laisseront simplement cela se produire et suivront les dictats du gouvernement israélien. À présent, la situation est sur le point de s'aggraver considérablement. Les avions ravitailleurs touchés au-dessus de l'Irak il y a quelques jours, puis récemment en Arabie Saoudite, ont vraiment porté un coup militaire. Et bien sûr, la fermeture du détroit d'Ormuz porte, elle aussi, un coup militaire important. Mais il y a deux mesures majeures qu'ont annoncées l'Iran et ses alliés et qui vont aggraver encore la situation. L'Iran a déclaré à CNN, par l'intermédiaire d'un responsable iranien, qu'il allait autoriser un nombre limité de pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz, à une condition qui va vous surprendre. Cette condition est que si la cargaison est échangée, une fois qu'elle est échangée contre une compensation, cette compensation devra être effectuée en yuan chinois. Cela signifie donc que l'Iran ne cherche pas seulement à étrangler économiquement les États-Unis, ainsi que le reste du monde qui les suit comme des vassaux à travers la hausse des prix du pétrole, mais qu'il s'efforce également de frapper au cœur même du système financier dominé par les États-Unis, le pétrodollar. C'est donc une manœuvre majeure qui, si elle se produit, plongera les États-Unis dans une panique sans précédent dans l'histoire des guerres. Et à vrai dire, c'est déjà en train de se produire. Avec les mouvements vers l'île de Khark, l'administration Trump montre qu'elle est prête à détruire l'ensemble du marché pétrolier, toute l'économie du pétrole, au cœur du capitalisme financier dominé par les États-Unis. Elle est prête à anéantir tout cela afin d'atteindre ses soi-disant objectifs en Iran, lesquels, comme nous l'avons déjà évoqué dans cette émission, ont déjà échoué. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs, et ils ne les atteindront pas. Le changement de régime, ils n'atteindront pas cet objectif. Se débarrasser des systèmes de missiles balistiques de l'Iran, ils n'atteindront pas cet objectif. Éliminer le programme nucléaire iranien, ils n'atteindront pas cet objectif. Anéantir l'Iran, je ne sais pas quelle autre fantaisie l'administration Trump et Israël peuvent avoir, mais ils n'ont pas atteint ces objectifs, et ils ne les atteindront pas. Vous avez peut-être vu pendant la journée d'Al-Quds en Iran, fondée en 1969, en solidarité avec le peuple palestinien et le mouvement de libération palestinien, et avec la Palestine en général. Elle a lieu chaque année, avec d'immenses rassemblements en Iran. Vous avez peut-être vu Abbas Araghchi. Vous avez peut-être vu Assadollah Assadi. Vous avez peut-être vu Ali Larijani. Ces hauts responsables iraniens, le président, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et bien sûr le ministre des Affaires étrangères, étaient là sans escorte de sécurité. Ils marchaient dans les rues. Et qu'a dit Ali Larijani? Hegseth avait traité les responsables iraniens de rats, affirmant qu'ils se cachaient sous terre, dans des bunkers. Ils ne se cachent pas dans des bunkers. Mais Ali Larijani, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale en Iran,
Qu'a-t-il dit? Il a déclaré « Nous sommes ici avec le peuple. Où sont vos dirigeants? » Sur l'île d'Epstein. C'est dire le niveau d'humiliation, le degré de provocation qui affecte réellement l'Empire des États-Unis en ce moment. Les oligarques, les élites, ils perdent complètement pied, parce que non seulement l'Iran les frappe très durement sur le plan militaire, des bases américaines que tous les médias grand public occidentaux ont dû reconnaître comme détruites, mais maintenant, l'Iran s'en prend aussi à l'économie. Et lorsque l'économie s'effondre, ils disent déjà dans le Wall Street Journal que c'est pire que la crise pétrolière des années 1970. Et cela ne fait que quelques jours. Que se passera-t-il dans quelques semaines? L'administration Trump affirme que cela pourrait durer des semaines. Ils ont dit qu'ils continueraient aussi longtemps qu'il le faudra. Donald Trump a déclaré « Quoi que j'ai en tête, quand je voudrais mettre fin à cette guerre, elle prendra fin. » Eh bien, 1 semaine, 2 semaines. Combien de temps les États-Unis peuvent-ils vraiment attendre avant que les marchés pétroliers ne s'effondrent? Il y a des rapports indiquant que des installations pétrolières aux Émirats arabes unis ont été touchées. Et maintenant, nous voyons Bahreïn tirer des missiles balistiques sur l'Iran. Que va-t-il se passer maintenant pour Bahreïn, dont les installations pétrolières ont déjà été frappées? Elles vont être encore plus visées, et la base de la 5e flotte navale qui s'y trouve sera également davantage attaquée. Cela devient incontrôlable. Cela devient incontrôlable. Les États-Unis ne peuvent pas gérer cela. Maintenant, je veux simplement vous donner le rapport sur ce qu'a dit l'Iran à propos de la frappe sur l'île de Karg, car souvenez-vous, c'est le prélude à une possible invasion de l'Iran. Ces 5000 marines qui arrivent, il faut environ 2 semaines pour aller du Japon au Moyen-Orient. Ils ont déclaré avoir entendu 15 explosions sur l'île de Karg et avoir tenté d'endommager des fortifications militaires, la base navale, la tour de contrôle de l'aéroport et le hangar à hélicoptères sur place. Ils ont également signalé une épaisse fumée s'élevant de l'île, mais ont précisé qu'aucune infrastructure pétrolière n'avait été confirmée comme touchée. Ils se sont donc alignés sur les rapports américains et ont averti que toute attaque contre les infrastructures entraînerait la destruction de toutes les installations pétrolières et gazières de la région, affectant tout le monde. Et soit dit en passant, Donald Trump a également menacé de détruire l'ensemble du réseau électrique iranien et de plonger l'Iran dans le noir total. Et Ali Larijani, le secrétaire du Conseil national de sécurité en Iran, a déclaré qu'il ferait de même dans le Golfe et mettrait ainsi fin, de facto, à la présence militaire américaine dans la région. Trump a affirmé avoir frappé toutes les cibles militaires, mais que les défenses avaient été réactivées 1 heure après l'attaque. Il a également déclaré que la destruction des capacités de missiles de l'Iran avait eu lieu. Mais la 48e phase de l'opération True Bombers 4 s'est déroulée sans accroc, et nous en voyons maintenant les conséquences dans tout Tel Aviv et le centre d'Israël. Haïfa est également bombardé. Nous voyons un pétrolier américain en feu au large des côtes des Émirats arabes unis, et le flux de pétrole n'a pas été interrompu sur l'île de Karg. Donc, une grande partie de tout cela ressemble à de la fanfaronnade. Beaucoup de choses donnent l'impression qu'il s'agit d'une tentative de construire un argumentaire en faveur d'une victoire. Mais si les États-Unis envahissent l'île de Karg, après ce que l'Iran a démontré, qu'est-ce qui empêcherait ces marines, qui seraient envoyées dans un massacre en terrain montagneux? Qu'est-ce qui empêcherait l'Iran de dévaster non seulement les marines qui s'y rendraient, mais aussi d'intensifier à nouveau ses attaques contre les actifs américains dans la région? Parce qu'il faut se rappeler que peu importe le nombre de missiles que nous pensons que l'Iran possède actuellement, Israël avait déclaré qu'il en avait environ 2500 avant le début de la guerre, probablement une estimation basse.
Les estimations hautes vont jusqu'à 100 000 ou plus, étant donné qu'il existe désormais des preuves démonstratives que les lanceurs qu'Israël affirmait avoir détruits pendant la guerre de 12 jours ne l'étaient probablement pas réellement. Et nous savons que les États-Unis mentent depuis le début de cette affaire, et Israël aussi, parce qu'ils frappent des leurres installés par l'Iran, que certains disent avoir été mis en place avec le soutien de la Chine, permettant à l'Iran d'acheter des leurres gonflables. Et bien sûr, nous avons vu la peinture thermique qu'ils ont appliquée au sol pour imiter des hélicoptères, et la puissance aérienne, avions de chasse, etc., qui ont été touchés. Et le CENTCOM déclare « Nous l'avons fait, nous avons gagné ». Mais la vérité, c'est que les capacités militaires de l'Iran restent largement intactes, en particulier leur programme de drones, qui, selon moi, se chiffre en centaines de milliers. L'estimation base de CNN et d'autres tourne autour de 80 000. Mais 80 000, c'est déjà beaucoup, car il suffit d'un, deux ou trois lancers contre ces actifs pour les rendre inopérants. Des drones ont détruit ces radars aux Émirats arabes unis et en Jordanie. C'est une crise majeure pour les États-Unis et Israël en ce moment. Ils sont piégés. L'Iran n'a même pas eu besoin de tendre ce piège, car il savait que les États-Unis et Israël allaient attaquer. À quelle vitesse l'Iran a-t-il réagi une fois que les missiles ont frappé l'école en Iran, tuant plus de 170 écoliers, les jeunes filles de l'école Manab à Manab? Très rapidement, en quelques heures. Ils étaient donc prêts. Et enfin, je voulais dire qu'en plus de la dédollarisation de l'économie mondiale, par l'imposition de l'utilisation du yuan chinois pour le paiement des pétroliers, si on les autorise à passer par le détroit d'Ormuz, ce que l'Iran a dit qu'il ferait, à condition d'utiliser le yuan chinois. Mais aussi, nous n'avons pas encore parlé d'Ansar Allah, les Houthis, qui viennent tout juste d'annoncer, ces dernières heures, qu'ils entreront en guerre sous peu. Et que feront-ils? Eh bien, nous voyons déjà une activité de pétroliers se diriger vers la mer Rouge. Lorsque les prix du pétrole dépasseront 120, 150, voire près de 200 $ le baril, je crois, d'après ce que j'entends d'Ansar Allah au Yémen, et du fait qu'ils ne sont pas encore entrés en guerre, qu'ils fermeront le détroit de Bab el-Mandeb dans la mer Rouge au moment qu'ils jugeront opportun. C'est une erreur de calcul de la part des États-Unis. Énorme. L'Empire américain commet une erreur de calcul monumentale. Israël avait déjà été décimé par la campagne réussie du Yémen visant à fermer la mer Rouge entre 2023 et 2024, avant le cessez-le-feu de cette année-là. Le port d'Eilat, disparu. On n'entend plus parler d'aucune activité à Eilat. L'Iran n'a même pas besoin de le frapper. C'est fini. C'était fini avant la guerre. Maintenant, nous voyons ce qui se passera lorsque le Yémen, Ansar Allah, les Houthis, fermeront la mer Rouge et Bab el-Mandeb, avec le détroit d'Ormuz également fermé. Vous pensez que la crise pétrolière est grave maintenant, Wall Street Journal? Les magnats et analystes financiers du pétrole n'ont encore rien vu, et ils la sous-estiment, parce qu'ils ne prennent même pas cela en compte. Vous savez, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les médias dominants occidentaux sont partout, avec leurs experts et leurs groupes de réflexion. Ils disent « Oh, eh bien, Ansar Allah n'est pas entré, et ils ne veulent pas le faire. Évidemment, cela fait quelques jours, ils ne veulent pas. Non, ils vont entrer. Et quand ils le feront, ce sera à un moment qui aggravera une blessure déjà immense et béante. L'Iran a tiré, ces derniers jours, des centaines de missiles sur des positions américaines. Et aussi, en coordination avec le Hezbollah sur Israël. Les pertes augmentent. Donald Trump et son administration deviennent de plus en plus désespérés de faire croire qu'ils sont en train de gagner cette guerre. Ils sont donc sur le point de commettre une erreur fondamentale.
Ils ne vont pas tirer les leçons de ce que l'Iran vient de faire aux navires-citernes de ravitaillement en Arabie saoudite. Non, ils vont continuer à envoyer ces marines, probablement vers l'île de Karg ou le littoral iranien. Ils vont tenter d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force. Et nous allons assister à quelque chose que nous n'avons jamais vu dans l'histoire moderne. Vraiment, dans l'histoire militaire et impériale des États-Unis. Ce n'est pas seulement une défaite face à des guérillas, le peuple, les masses, comme nous l'avons vu au Vietnam, en Corée. Nous avons vu cela encore et encore. Ils ne disposaient pas d'une technologie capable d'égaler celle de l'armée américaine. Mais malgré tout, après des années, ils ont réussi à anéantir les efforts de guerre des États-Unis. To destroy US war efforts. But Mais cette fois-ci, l'Iran dispose de capacités militaires. Rien que les drones suffiront à faire échouer toute tentative des navires de guerre américains de déployer des marines, quelle que soit la méthode employée, un raid sur la côte ou autre, en provoquant d'énormes pertes. Et lorsque ces pertes massives surviendront, que pensez-vous qu'il arrivera au marché pétrolier et à l'économie? Que pensez-vous qu'il arrivera à l'opinion publique aux États-Unis? Et que pensez-vous qu'il arrivera à l'administration Trump? Tout cela ressemble fort à une énorme erreur. Parce que c'en est une. Parce que c'en est une. Parce que ce n'a jamais été une guerre que les États-Unis pouvaient gagner. Et pourquoi? Parce que je le dis depuis longtemps ici, dans cette émission. Les gens se sont moqués. Danny, pourquoi dis-tu que le Hezbollah est fort ou qu'il représente un facteur quelconque? Regarde, ils ont été anéantis par Israël. Ils ont été anéantis par l'Empire. Quoi, l'Iran? L'Iran est faible. Opération Promesse Véritable 1, 2, 3. Oh mon Dieu. Opération 1, 2, tellement faible. La 3 n'a vraiment rien fait. Elle a causé quelques dégâts, mais elle n'a vraiment rien arrêté. Encore et encore, on m'a dit, non, ces forces, la résistance, elles ne sont rien. Elles sont mortes, non? Parce qu'elles n'ont pas pu arrêter le génocide à Gaza, oui. Elles n'ont pas pu empêcher la présence militaire américaine ou l'existence d'Israël, oui. L'Empire américain a encore la capacité de causer d'immenses dégâts. Mais ces dégâts ne changent pas la trajectoire de l'histoire à l'heure actuelle. L'Empire américain est en déclin. Il est en déclin désespéré. Il est en proie au chaos et à la crise. Son système économique, politique et militaire ne peut pas se maintenir en l'état. Il est surmené et désormais dépassé. Car les soi-disant ennemis aujourd'hui, je le dis souvent dans mon émission, et je le répète ici, les soi-disant ennemis des États-Unis, qui ne sont pas nos ennemis, ce sont les peuples des États-Unis. Pour moi, pour toi, pour quiconque regarde ceci, ils ne le sont pas. Ce ne sont pas vos ennemis. En réalité, personne ne devrait être votre ennemi. Car comme dans d'autres pays du monde, des pays normaux, nous devrions dialoguer et commercer les uns avec les autres, vivre en coopération et construire un monde meilleur, en nous attaquant aux vrais problèmes, n'est-ce pas? Mais non. Les États-Unis, parce que c'est un empire, parce qu'ils sont fondés sur les profits de quelques-uns au détriment du plus grand nombre, à cause du complexe militaro-industriel, des banques, des magnats du pétrole, de tous ces oligarques, de ces forces, veulent simplement tout accaparer. Ils doivent donc détruire l'Iran, parce que l'Iran ne s'accorde pas avec cela. Ils ne le veulent pas. Mais l'Iran, la Russie, la Chine, ces pays-là, oubliez ça. Les États-Unis ne peuvent pas gagner une guerre conventionnelle, une guerre non conventionnelle, une guerre asymétrique. Ils ne peuvent même pas gagner une guerre nucléaire. Ils ne la gagneront pas. Ils ne la gagneront pas. Pourquoi? Parce que personne ne gagne une guerre nucléaire. Il n'y a donc aucune victoire possible pour les États-Unis à l'heure actuelle. Voilà l'état de l'Empire. C'est ce qui se passe en ce moment. L'Iran a l'initiative. L'Iran a pris l'initiative. L'Iran a l'élan. L'Iran dicte les conditions. L'Iran a des exigences, qu'aucune agression ne se reproduise jamais contre lui et que cela soit garanti au niveau international.
et ils vont continuer à frapper les bases américaines et Israël jusqu'à obtenir gain de cause. Ils vont intensifier leurs cibles. Ils vont frapper non seulement là où se trouvent les personnels américains, mais aussi chaque infrastructure énergétique de la région. Pourquoi? Non pas parce qu'ils veulent plonger les gens dans le noir, ni parce qu'ils veulent détruire l'économie mondiale. Ouais, mais parce qu'ils savent que c'est le levier dont ils disposent pour que tout cela finisse par s'arrêter. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre cela. Tout le monde. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre cela. Si les États-Unis essaient de le vaincre, ils seront vaincus. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ils seront vaincus. Ah oui, Israël aussi? Vaincu. Déjà vaincu. Où est Netanyahou? Montre-toi. Mais non, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Vous allez continuer à voir des rapports de ma part pendant que je fais une pause de quelques jours dans les diffusions en direct, puisque je suis loin de mon lieu habituel. Je serai de retour la semaine prochaine, mais vous recevrez des mises à jour de ma part, comme celle-ci. Peut-être quelques interviews préenregistrées. Quoi qu'il en soit, mettez un j'aime si ce que vous avez entendu vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Regardez la description pour voir comment vous pouvez soutenir la chaîne et je reviendrai très bientôt. Description where you can support the channel, and I'll be back again soon.